la révolution cardiaque. Vous avez ça dans tous les topos, partout, on vous en parle. Donc je vous ai présenté ce petit schéma ici. C'est une révolution, ça fait un cercle, ça fait un cycle. Donc ça se représente comme ça. Le ventricule est au milieu et l'oreillette est autour. Donc les systoles, ici, quand vous avez la contraction du ventricule qui est suivie de la relaxation du ventricule. Au moment, et ça se suit dans le temps. Vous avez donc d'abord, on va reprendre ici, la contraction de l'oreillette qui est suivie ensuite, pendant qu'elle se décontracte, relâche, de la contraction du ventricule. Et vous avez pour la fin du cycle un petit moment où vous avez les deux cavités qui se relâchent ensemble et qui le ventricule lui a encore besoin d'un petit peu de temps pendant la fin de la relaxation. Donc il y a une différence de temps entre les systoles et diastoles. En gros, le cœur, il se repose quand même un tiers du temps. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de représenter ça sur un diagramme pression-volume? C'est ça qui doit être nouveau pour vous. Je mets la pression ici en ordonnée, le volume en abscisse. Et pendant le remplissage du ventricule, au départ, il y a augmentation du volume sans augmentation de la pression, jusqu'à ce que ça commence à s'étirer. Et que quand la pression est augmentée, suffisamment augmentée, au niveau du ventricule gauche, on a une fermeture de la valve mitrale. La pression continue d'augmenter puisque la contraction va continuer de se produire, mais à volume constant, puisque c'est fermé. Jusqu'au moment où ici, les valves sigmoïdes vont pouvoir s'ouvrir et donc éjecter le sang dans l'aorte au-dessus. Vous avez donc jusqu'à ce que... Donc ça va augmenter la pression dans l'aorte. Donc ça, elle n'est pas mesurée ici. Le sang va être éjecté, une partie qui va être là, jusqu'à ce qu'il y ait fermeture des sigmoïdes. D'accord? Donc à la fin de l'éjection. Et ici, la pression va redescendre d'un seul coup pendant la diastole ventriculaire. Ça va? Est-ce que c'est clair? Temps pendant lequel, donc à la fin de la diastole, sur un certain temps, le remplissage va démarrer. Volume TS, VTS, c'est volume télésystolique. C'est le volume en fin de systole. Le VTD, le volume télédiastolique, donc en fin de diastole. Ça va, c'est clair? Bon, c'était un peu des définitions. Le débit cardiaque, si on veut calculer le débit cardiaque, c'est une quantité de liquide par unité de temps. C'est représenté par la fréquence cardiaque, qui est le nombre de battements par minute, par le volume d'éjection systolique, le volume qui est éjecté à chaque contraction. D'accord? Si j'ai une fréquence de 70 par minute, par exemple, et un volume d'éjection ici de 70 millilitres, le débit, c'est tout simplement 70 fois 70. Ça va? Donc, pour varier le débit, je peux jouer soit sur la fréquence cardiaque, soit sur le volume d'éjection systolique. Ça va? Comme quoi, c'est vachement simple. C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qui va permettre d'augmenter la fréquence cardiaque pour augmenter le débit? Ça va augmenter en fonction des besoins. La fréquence cardiaque augmente, et pour revenir sur une réflexion qu'il y a eu ce matin, ça va se faire aux dépens de la diastole. C'est la diastole qui va être raccourcie. Raccourcir une phase de contraction, c'est plus compliqué. Il faut quand même que ça se contracte. Donc la diastole va être moins longue. Statistiquement, vous le savez, on en a parlé déjà, c'est limité à 220 mois-l'âge. C'est le maximum théorique. Sauf, ouais, mais non, c'est parce que je suis jeune. C'est sous la dépendance, comme on l'a vu ce matin, des systèmes nerveux et endocriniens, là aussi, comme le reste. Et par contre, ça va débuter rapidement, même avant l'exercice. C'est la réaction au stress, c'est l'état d'alerte. Ça démarre déjà un petit peu avant, il y a des récepteurs neurologiques, etc., d'un système qui fait que ça va s'accélérer un petit peu avant pour mettre l'organisme en état d'exercice, en fait. C'est pas contrôlable par la volonté, sauf peut-être certains yogis, et c'est normalement à un rythme régulier. Alors, vous avez une petite animation, que vous aurez compris que j'aime bien les animations. Voilà, donc vous avez ce document-là, je sais que Marc se balade avec aussi, donc il doit traîner quelque part. Voilà, si vous tournez ici, vous avez le cœur. Si vous vous mettez dessus, vous avez même les noms des différentes choses. Voilà, on passe. La révolution cardiaque, on a vu ici.
Voilà, donc qu'est-ce qui se passe à 70 par minute? Hein, c'est ici. Le sang arrive dans l'oreillette, est passé dans le ventricule, ça se contracte, ça repart. D'accord? Donc si on augmente, si on diminue, on voit mieux. Voilà. Mais si on augmente très fortement, voilà, là on se balade à 180 quand même. Voilà, si on va trop vite, ça commence à être plus difficile pour faire. Voilà, vous avez dans la même animation la circulation. Donc si vous déplacez le pointeur sur les différents organes, vous avez ici le tube digestif, le foie, les reins, le muscle ici, la petite circulation là-haut. Voilà. Si vous mettez le cerveau, donc est là. Si vous mettez le son, vous avez même assez joli. Paul, quand tu dis la fréquence cardiaque, c'est 220 moins l'âge. Oui. C'est un chiffre qui a été donné parce qu'après 220, tout se dérègle ou c'est vraiment une raison médicale? Non, ça a été vérifié statistiquement, donc sur une population assez large. Ils ont vu que c'est avec 220 moins l'âge, on arrivait à avoir à peu près la fréquence cardiaque maximum. Mais Dans après, une grande population. Si on continue après, ça se dérègle À ou 220, ça marche plus? on n'est pas très bien au-delà de 220. Ça, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui permet d'accélérer la fréquence cardiaque? Je vous ai dit, ça débute quelques secondes avant le début de l'effort, grâce à la stimulation ici du sympathique, mais aussi au freinage du parasympathique. L'adrénaline ici permet aussi d'accélérer cette fréquence cardiaque. Qu'est-ce qui stimule le sympathique? C'est essentiellement les chémorécepteurs et les émotions. Malgré tout, on peut aussi ralentir la fréquence cardiaque. Ce qui permet de ralentir la fréquence cardiaque, c'est l'inverse. C'est la stimulation du parasympathique et le freinage du sympathique, qui se fait aussi grâce à certains chémorécepteurs, à ce moment-là, pas sous les mêmes influences. Et ici aussi, certaines émotions. Donc il y a des émotions qui accélèrent et d'autres qui ralentissent. La stimulation du parasympathique ici ralentit la fréquence cardiaque, et ça, c'est souvent dû grâce à un entraînement d'endurance régulier. On l'a vu un peu ce matin sur le stress. Ça vous donne un bon moyen de vérifier que votre cœur, que vous êtes entraîné. Si votre fréquence cardiaque de repos ralentit au fur et à mesure de votre année, de votre saison d'entraînement, c'est que votre entraînement d'endurance est plutôt efficace. Ça ne va pas baisser beaucoup, hein. Si vous passez de 80 à 60, c'est déjà bien. L'autre facteur qui va permettre d'augmenter le débit cardiaque, c'est l'augmentation du volume d'éjection systolique, qui est limitée elle aussi. Elle ne va pas gonfler le cœur de manière fantastique. On va pouvoir augmenter d'une part les forces de contraction. Hein, et ça, le cœur, c'est un muscle. Donc plus vous le faites travailler, plus il va pouvoir travailler plus fort. Ça, quand vous augmentez les forces de contraction, c'est-à-dire qu'à chaque contraction, vous arrivez à augmenter le même volume, mais plus fort. Donc, ce qui fait que le débit cardiaque, ici, oui, et alors là, c'est une erreur, il faudrait mettre ça en dessous. Et on va aussi augmenter le remplissage. Comme si on ralentit un petit peu le cœur, il va pouvoir se remplir un petit peu mieux, il se dilate mieux, on l'habitue. Et donc, à chaque contraction, il va se contracter plus fort, il va envoyer plus de volume de sang dans la circulation. Et c'est pour ça aussi qu'il ralentit. Du coup, pour le même débit cardiaque, on a besoin d'une fréquence plus courte. Voilà. Enfin, moins importante. Le rendement est meilleur. Et ça, l'augmentation du remplissage, elle se fait sous la dépendance du système sympathique et de l'adrénaline. Donc c'est indépendant de la volonté. Le fait de dire que l'effet sympathique accélère et l'effet parasympathique ralentit, c'est des réactions par rapport à certaines choses. Après, en fait, tu as des adaptations en fait, qui sont d'ordre également de la réponse elle-même. Maintenant, par rapport à ta réponse, pour simplifier un peu en fait, ta compréhension, plutôt que de répondre en fait, de façon purement scientifique, si tu t'entraînes, tu ralentis, mais tu ralentis pour quelle raison? Tu as un effet sympathique, on va dire like, qui ressemble à un effet sympathique parce que tu ralentis, mais c'est ton volume d'éjection qui va s'améliorer. Donc en pratique, compte tenu de tes efforts, le fait d'avoir en fait un temps diastolique plus important, tu as en fait une relaxation myocardique plus importante et tu as en fait en réalité une efficacité de l'éjection qui est plus importante. Ça, c'est pour simplifier un peu les choses. Donc tu n'as plus besoin d'accélérer ton cœur pour assurer un certain débit.
C'est uniquement une relaxation qui devient meilleure. Tu améliores ton volume systolique, ton volume d'éjection systolique par plusieurs raisons. Augmentation du temps diastolique, donc du temps de remplissage, une amélioration de ta contraction, un effet inotrope positif plus important. Sur le plan physiopathologique, il n'y en a pas un qui prédomine. Souvent, en fait, les deux sont en conjonction. Donc, en fait, lequel prédomine, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais globalement, dans l'entraînement, si tu ralentis, tu as un effet parasympathique-like qui est dû au fait à un ralentissement du cœur, une amélioration du remplissage et une optimisation du volume d'éjection systolique. Ce qui augmente la contractilité du muscle cardiaque, c'est un truc qu'on appelle la loi de Starling. En fait, quand le volume télédiastolique augmente, donc par une amélioration du remplissage, on va aussi augmenter la force de contraction du muscle. C'est l'effet d'élastique. Plus on tire sur un élastique, et plus sa réaction va être forte. D'autre part, la contractilité est aussi augmentée par les conjonctions du sympathique et de l'adrénaline. Ça va, c'est clair? Oui. Alors, comment ça se passe par rapport à l'effort? Il va falloir améliorer l'augmentation du débit cardiaque. Elle est due au fait qu'il faut améliorer les apports et il faut augmenter l'excrétion des déchets, en fait. Donc, il faut amener plus d'oxygène aux muscles. Pour ça, il faut qu'il soit capté en plus grande quantité. Il faut amener plus de sources d'ATP, puisque c'est ça qui va permettre la contraction musculaire. Il va falloir augmenter le rejet et le recyclage des déchets. Donc pour ça, il faut augmenter la fréquence cardiaque. Bon, vous avez un schéma ici que vous regarderez. Et du coup, les débits vont s'adapter. Par exemple, si on regarde au repos, au niveau du cerveau, pour un débit de 5 litres par minute, on a ici, là-haut, au niveau du cerveau, 70%. On a 3 litres, par exemple, ici, enfin, sur 5 litres, on a 0,7 au niveau du cerveau, 3 litres au niveau des viscères et des autres organes, au niveau de la peau, 0,3 litres, au niveau des muscles, 1 litre. Je pense que ça fait le compte. À l'effort, on va augmenter le débit, on peut le passer de 5 à 25, on peut l'augmenter 5 fois, même plus. C'est qu'un exemple. Au niveau du cerveau, ça va être augmenté, mais pas beaucoup. Au niveau des viscères et des autres organes, en fait, ça va quand même un petit peu diminuer. Et surtout, ça va amener, au niveau des muscles, une augmentation très importante. Et puis un peu au niveau de la peau aussi, puisqu'il va falloir évacuer la chaleur. Ça va se passer par là. Ouais, c'est poser des chiffres, c'est pas retenir par cœur, c'est pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Hein, ce qui se passe, c'est que essentiellement le sang va être redistribué aux muscles qui travaillent, aux zones qui travaillent, donc un petit peu au niveau de la peau aussi. Ça va être plutôt diminué au niveau des viscères, des tubes digestifs, et puis il faut que le cerveau travaille quand même. Hein, donc ça c'est quand même augmenté aussi là-haut. Alors, tu penses à quoi? Non, c'est toujours plus au niveau des muscles qui travaillent. Alors, on peut se proposer quelques sujets de réflexion. Le battement suivant, quand on a une extrasystole, on a le cœur qui bat un coup trop tôt. Ce qu'on observe, c'est que, en fait, un cœur normal, il va reprendre un battement au moment où il aurait dû battre. D'accord? Donc, à votre avis, pourquoi est-ce que le volume d'éjection systolique à ce moment-là va être plus important que celui d'avant? Comme il a pris du temps, en fait, il va se remplir plus. Et en fait, en pratique, c'est ça qu'on ressent. Ce n'est pas l'extrasystole que les gens ressentent, c'est le battement suivant. Ça peut être pathologique comme pas du tout. La plupart du temps, les extrasystoles, c'est rien. Ça ne se traite même pas. Ça se traite même pas. Ça peut être dû au stress, à la fatigue. Non, si c'est une simple extrasystole, ou plusieurs même, banale, c'est pas une arythmie. L'arythmie, c'est quand c'est un truc qui se répète, qui est vraiment qui est pathologique. Autre sujet de réflexion, on en a déjà parlé, la raison de la bradycardie des athlètes. Des vrais athlètes. Bon, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Hein. Alors on a vu le cœur à l'effort chez les enfants. Chez les enfants, ça peut être intéressant de se poser la question. Bon, la fréquence cardiaque, on sait que c'est un indice intéressant de la forme physique.
Ça permet de voir si le programme qu'on s'est fait, le programme d'entraînement qu'on se fait, correspond bien aux capacités qu'on a. Le problème chez l'enfant, c'est que ce qu'on appelle la réserve cardiaque, c'est-à-dire la différence entre la fréquence cardiaque maximum et la fréquence cardiaque de repos, est plus faible que chez l'adulte. Au repos, en fait, ils battent déjà plus vite. Voilà. Donc, en fait, ils ont ce qu'on appelle une réserve cardiaque moins grande. OK. Peut-être, mais ils partent déjà beaucoup plus haut. Hein. Et puis ça augmente très très vite. Et pour un effort sous-maximal, ici, ce qu'on appelle ici sous-maximal, pour un effort faible, ils ont tout de suite la fréquence cardiaque qui est très rapide. Hein. Et en fait, c'est ça qui limite leur effort, c'est pas la masse musculaire. Alors évidemment, la masse musculaire, s'ils en ont moins que des adultes, ça tourne moins bien. Mais à masse musculaire égale, ce qui ne leur permet pas de faire un exercice aussi intensif que chez les adultes, c'est cette réserve cardiaque plus faible. Jusqu'à 15-16 ans. Jusqu'à 18 même. Après, ça dépend un peu des gens, mais voilà, à partir d'une fois que l'adolescence est à peu près terminée, ça passe pas mal. D'autre part, chez les filles, la fréquence cardiaque est un peu plus élevée que chez les garçons, dans la catégorie d'âge qui nous intéresse. Enfin, on a des particularités circulatoires au niveau du cœur. Vous avez tous entendu parler du foramen ovale. Hein, et donc, en fait, il persiste quand même chez 35 à 40% des enfants de 7-8 ans. Chez les adultes, c'est 20-25%. Donc, il en reste quand même quelques-uns. Ensuite, il y a des turbulences qui sont importantes au niveau de la veine cave inférieure quand elle vient dans l'oreillette. Dans laquelle ? À droite, merci. Et donc ça, c'est possiblement, ça favorise possiblement, en tout cas, les bulles circulantes. Ce qui fait qu'on ne peut absolument pas transposer les tables pour adultes aux enfants. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? D'autres ?